moins 1000. Ça, c'est le premier. C'était avant que le berger aille à moins 1000. 54. 54. 54. Le titre, ça veut dire, c'était un objectif. C'est ça. C'est-à-dire que dans le bouquin, on ne parle pas de moins 1000. Eh ben non. Mais c'était l'objectif que nous avait fixé C'est ça. Germain, qui était président du 4. Non, c'est pas lui, c'est nous qui nous l'étions fixé. Et C'est lui qui avait choisi le titre. c'est ça, ouais. Parce qu'en Et fait, puis- il s'occupait de la librairie, pour t'expliquer, Artaud, et il nous avait poussé à écrire un bouquin. Ce qui a été un sacré boulot, il nous a demandé d'écrire un bouquin. Ouais, c'est ça. Mais on Vous l'a voyez, fait. quand il commence à parler, c'est ça. C'est très bien, Louis. C'est bien. Et par contre, Gouffre Berger, premier moins 1000, là, c'est fait. Là, le moins 1000 est fait. Nous sommes donc en 1950. Moi. Ça, quand Marie l'a sorti, c'était Marie, il a sorti ce bouquin. Alors le problème de Marie, il a sorti ce bouquin sans se méfier de la brochure. Oui, bon, Dès que vous avez ouvert 3 fois le bouquin, oui, tout part en oui, vrille. mais ça, c'est le modèle d'exposition. Mais si vous voulez l'acheter, il n'est pas cher. J'ai l'édition qui ne se casse pas en morceaux. Ça, c'est le modèle d'exposition. Mais surtout, il y a la topo. Hein. Bien. Non, mais il était très bien fait, avec de superbes photos. Ah oui, 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 oui. Et enfin, et surtout, les derniers exemplaires de Histoire d'une équipe. Alors ça, par contre, c'est sorti récemment. C'était quand 2013. 15 15, 13 La décision, c'est 2013. Ah, mais je crois que c'est 2015, moi. La sortie Mais- du bouquin, c'est peut-être 2015. Oui, 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 c'est tout récent. Ça. Donc on a tout vendu. Il nous reste, j'en ai 15. Voilà. Combien C'est 2015. J'en ai Tu 15. t'arrêtes là 15. 15. J'en ai 15. Mais après, on s'est engagé à en retirer. Hein. Alors ça, c'est une autre histoire. Alors, il faut quand même vous raconter l'histoire de ce livre. Voilà, Pourquoi eh ben, c'est bien. Je le laisse aller. Alors là, Vas-y. malheureusement, Je t'accorde trois j'aurais quarts voulu d'heure. vous montrer, mais je vais l'envoyer à Rémi qui pourra le diffuser. C'est qu'en fait, Celui-là. oui, pourquoi on l'a écrit? En fait, on restait un peu sur notre faim en disant, ouais, il faudrait peut-être écrire la suite, parce que c'est bien de s'arrêter. Et puis un jour, il y a les gamins de l'école de Haute-Luce qui, ayant visité des grottes dans un cadre de voyage organisé par les écoles, des grottes décorées, bon, la maîtresse d'école était venue me demander à Haute-Luce si vous voulez venir parler de spéléo aux gamins. Qu'est-ce que je vais y parler là, à 86 ans, combien, les gamins, ça va les emmerder. Il dit, ah ben oui, mais le problème c'est que c'est l'après-midi, il y a tout l'après-midi jusqu'à 5 heures. Je dis, non, c'est pas. Alors je lui dis à tous les copains qui n'étaient pas morts, venez au plus, on se fera une bonne bouffe, puis au moins, à plusieurs, on arrivera bien à tenir 1 heure. Le problème c'est que les morpions, ils nous ont tenus jusqu'à 6 heures du soir. Et alors il y a un ami géologue, spécialiste de la géologie du Beaufortin, Yves de Boncaire, qui lui a fait un petit film. C'est pour ça qu'il faut que je te l'envoie, ce film. Et c'est assez amarrant de voir. Mais à l'issue de ce truc-là, on s'est quand même dit, mais on est vraiment stupide de ne pas écrire ça pour nos petits-enfants. D'où est partie l'histoire d'écrire notre histoire. Et comme on ne considère pas, nous, ce qu'on a fait comme un exploit technique extraordinaire, on a eu de la chance, pour la ligne. On a su le faire. Et si on a su le faire, c'est qu'on a su construire une équipe. D'où le nom Histoire d'une équipe. Et non pas l'histoire d'un moins 1000 quelconque, dont on n'a rien à foutre, et moins 1000 maintenant c'est largement dépassé. C'est combien le maximum 3, 4, 5 000 2002. Oh, c'est quelque chose de 2000. Oui, plus de 2000. Je crois qu'en Chine il y a plus que ça, non? Non, c'est Il y en a 2 en Géorgie. C'est ailleurs. À moins de Bon, ben peu importe, de toute façon, le moins 1000 n'est plus un exploit, voilà. Sauf pour ceux qui y vont aujourd'hui ou demain, ça. Donc voilà la raison du nom du bouquin. Et on considère, et l'équipe, vous voyez, il y a encore, bon, il nous en manque 3 qui sont fatigués aujourd'hui. Il y avait Pierrot Lafont, qui en est pour un, Jacques Bertheusen, qui nous amusait toujours, qui avait gardé ses équipements de l'époque, tu te souviens, François Thierry, Yves Noirclair qui est quelque part en Angleterre, et Maurice Verdet, les autres. Et puis bon, mais donc vous avez là les 4 représentants des survivants. Et on continue à se voir, et se téléphoner, et se voir, et comme l'a dit Rémi, avec une. J'espère que c'est une volonté, j'espère que ça ne sera pas une velléité. Oui, la nuance, j'espère.
La velléité, c'est les types qui font jamais rien, ils disent je voudrais mais ils font pas. Bon. Donc ça restera une volonté et un accord avec Rémi, parce qu'on ajoutera à ce bouquin un grand chapitre qui raconte l'histoire des camps qui sont organisés chaque année. Donc c'est Rémi qui a la charge, qui l'a écrit déjà, il doit la compléter avec des photos. Et quand vous êtes là, vous avez des chances d'être sur les photos, parce que ça, on peut le rajouter. Et éventuellement avec une ou deux pages sur l'historique des principaux faits qui sont passés entre 56 et maintenant quoi. 2024. Voilà. Alors bon, on s'est posé des questions, est-ce qu'il faut le sortir en 10 exemplaires, en 1000 exemplaires, c'est en cours. Moi la sagesse c'est de le sortir. Voilà, enfin, c'est en cours de réflexion. Voilà. Je peux rien vous dire de plus. Hein. Sinon que vraiment, si on doit retenir quelque chose de ce que l'on a fait, c'est avant tout ce côté, comment dire, réussir un truc qui sortait de l'ordinaire quand même, grâce à l'équipe qui s'était constituée. Je précise qu'il n'y avait pas de chef. Hein. Il y avait un responsable chaque année, on dit qui c'est qui va s'occuper l'année prochaine. Il y en a un qui était quelquefois désigné d'office, et puis tous les autres venaient donner un coup de main. Alors ça a évolué, Louis Emas, Fernand Pèze, il y a eu Jean Cadou, il y a eu le dernier 56, c'était Jean Berger. Voilà. Mais tout autour on les a. Mais les décisions en cours d'exploration, ça se faisait en fonction de celui qui était le plus en forme. Et puis de la rotation. C'est comme ça que moi j'ai eu du cul, parce que c'est tous ceux qui se sont cassés le bonnet à équiper entre moins 900 et la cascade de 27 mètres pour la première fois, c'est un sacré boulot. Et moi j'étais avec Garbi et Bernard Schetter, et on a eu la chance de pouvoir arriver en haut de l'ouragan, les premiers, si vous voulez. Et l'année d'après, on a eu la chance aussi de pouvoir être les premiers à passer ça avec Bernard Schetter. Bernard Schetter, ça vous dit rien, c'était un type excellent en escalade de première pointe. Et on avait besoin, quand on a fait l'expédition de 56, on avait besoin de quelqu'un qui éventuellement, sachant pas nous ce qui nous attendait, on s'était arrêté en haut de l'ouragan, mais on s'attendait peut-être à des choses difficiles. On avait cherché 2 grimpeurs de première bourre, il y avait donc Bernard Schetter et Maurice Zordet. Et Bernard Schetter, lui, je vous tends à vous dire que il en avait ras-le-bol de faire porter des sacs, c'était pas son style. Alors bon, lui qui était habitué à la grimpe, pour vous dire une chose, il a fait, vous connaissez le Montéguille? Oui. Oui, il l'a fait en solitaire. Ah oui. Ouais. Et c'est le premier qui a posé son avion aussi parce qu'il faisait ça. En haut du Montéguille, avant le fameux pilote Giraud. Il ne faut pas le dire parce que... Non mais on peut le dire mais pas l'écrire. Non, oui, mais On peut dire mais pas l'écrire. Voilà. Donc c'était un gars qui sortait de l'ordinaire. Et quand on s'est trouvé en haut de l'ouragan avec lui, je lui ai dit écoute Bernard, tu t'es tellement fait chier que passe le premier. Bernard nous a quittés au début de l'année, malheureusement. Et on en sourit, mais C'était un grand ce géologue. nom, Bernard Schneider, c'est quand même dans l'histoire de l'humanité et de la spéléologie le premier Ah, c'est le premier qui a qui passé a le moins 1000. franchi la barre des moins 1000 mètres sous terre. Voilà. Il Il a est passé parfaitement juste inconnu, mais il a fait ça. Ouais, c'est ça. Alors, Voilà, oui, je vous ai presque tout dit. on est en 2023. Ouais. Raconte-nous comment ça s'est passé il y a 70 ans juste. Le 1953. Alors en Découverte du trou. 1953, bon, d'abord, quand on est rentré, enfin même Pierre Breton aussi, mais les jeunes de l'époque, c'est-à-dire Bertheusen, Lafont et d'autres, on était des gamins en 17, 18, 19 ans, 20 ans, et on avait envie de faire de la spéléo, et on a rejoint un groupe de ce qu'on appelait à l'époque, vous ne connaissez pas ça, de patronage, dans l'église de Saint-Bruno, où tu avais des gars qui sortaient des postes ados qui s'occupaient des jeunes. Et parmi les activités, il y avait la spéléo. Et comme c'était à côté à Grenoble, leur terrain d'activité, c'était des petits trous gauche et droite, mais c'était surtout les cuves de sattelage. Et c'était qui dans lequel il y avait essentiellement Louis Emas, Georges Barry, comment il s'appelait Jean-Jacques Franchini, Georges Mathieu.
Georges Mathieu, qui était apprenti curé, lui, Ouais. il n'a pas terminé quand même, enfin peu importe. C'était des jeunes qui étaient dévoués pour s'occuper des autres. Ouais. Alors les autres, c'était loin. Et ils ont tellement... ça s'est passé dans les années, disons, 50-52, hein, c'est à peu près ça. Il y a eu, et on est arrivé assez rapidement à la fin des explorations des cuves de Sassenage et tombé sur les étroitures, sur les zones noyées. Et on s'est dit, alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On s'embêtait un peu. Et on a commencé à chercher sur Saint-Nizier et on s'est dit, il faudrait peut-être chercher ailleurs. Et dans le même temps, il y a un gars qui s'appelait Georges Marie, qui s'est dit, qui était cinéaste, s'est dit, si on faisait un film sur la spéléo. Et ça a été une excellente chose, non pas pour le film, je sais pas, vous l'avez peut-être pas vu, mais c'était un très beau film qui a été primé à 30, enfin, qui a tourné souvent. C'était Rivière sans étoiles. Et il a eu surtout de positif, c'est qu'à force de faire des manœuvres d'échelle, d'arriver des canaux, de descendre en rappel, on s'est formé, nous, techniquement, beaucoup plus si on avait fait de la spéléo pour la spéléo. Et pour la petite histoire, vous ne connaissez pas la Lolette? Non. Alors vous ne connaissez pas la principale grotte du Vercors. C'est entre Angin et Lens. En descendant de Lens vers Angin, c'est une grotte très très importante. Il y a la route, la rivière et il y a l'entrée de la grotte. Le seul problème pour tourner un film, c'est que quand on est arrivé 2 jours, on voyait la sortie. Donc on était obligé de filmer la nuit. N'oubliez jamais la Lolette, si vous voyez le film. Mais en fait, on s'est formé, on a appris des techniques, si vous voulez, qui nous ont permis d'être efficaces quand, en 1953, on s'est mis à explorer le plateau de Sornin à plusieurs équipes. Et parmi tous ces trous, il y a eu Jean Cadot en avait trouvé un dans la Falaise, ça s'appelle... Le lapin, l'œil de lapin? Non, c'était Non, un la autre. grotte cadeau. Non, c'est la grotte Cadot. La grotte Cadot, oui. Il fait une centaine de mètres, 200 mètres. Je me souviens, moi j'étais avec Ruiz. Ruiz, ça vous dit rien non plus, c'était un spéléo C'est quand même. espagnol bien connu. Si, quand même. Ruiz de Arcaut. Félix. Saint-Félix. Voilà, c'est ça. Hein. Et il y avait Aldo d'ailleurs à ce moment-là. Et pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui trouvaient. Et Jouberger, lui, il est tombé sur un trou qui allait un peu plus loin. Et qu'on est revenu voir après. Hein? C'est le puits actuel. Et qui, oui, il a eu la chance, on allait de plus en plus profond, de plus en plus profond. Ça a failli être très, le deuxième jour, quand ils ont y est retourné, Ruiz de Arcaut, il y a eu un accident. Je ne sais pas si, disons qu'il a dévissé. Le gars on était assuré avec un filin, le gars qui le tenait n'a pas pu tenir la ficelle. Il s'est brûlé. Et Ruiz est tombé. Et heureusement, à cette époque, il y avait de la neige au fond. Il n'y en a plus maintenant. On n'en a plus revu. Et comme si vous regardez bien le premier trou, le puits Ruiz, il n'est pas vertical. Il est comme ça. Donc il a glissé en fait. Et quand il est arrivé sur le pont de neige en bas, par chance, il n'est pas mort. Pas cette fois, parce qu'il est mort après, malheureusement. Oui. Longtemps. Ouais, longtemps après. Dans une cascade, non? Oui, dans les Pyrénées. Voilà, donc voilà les petites histoires, le début de la découverte. Et alors maintenant, je peux vous dire aussi pourquoi il s'appelle Berger. Parce qu'en fait, on donnait le nom, on disait c'est le puits tant, le puits numéro machin, ou on disait c'est le puits de Berger, le puits d'Aldo, le puits de Camus. Et puis il s'est trouvé que je ne peux pas m'empêcher d'être, Lâche-toi. mal appris quoi. Et vous avez les pontes parisiens de la fédération nous ont dit un jour, on peut donner à ce nom, quand on a dépassé une certaine profondeur à la rivière, on continuait à l'appeler. On commençait à nous dire, ce puits ne peut pas porter le nom d'un individu, il faut lui donner le nom de quelqu'un de célèbre. Ça a été signé, c'est devenu le puits Berger. Ça ne leur plaisait pas aux Parisiens, tac, c'est devenu le puits Berger. Voilà. Voilà comment ça a été baptisé ce puits. Ils voulaient prendre quel nom, eux? Ah ben il fallait trouver le nom, je sais pas, Breuil, Martel, tout ce que tu veux. Enfin,
une célébrité. Les spéléos célèbres de l'époque. Voilà. Ou alors un célèbre inconnu, si tu veux, comme Kosker, par exemple. Ça, autre chose. Alors, j'aimerais bien que tu racontes, ça c'est un truc que tu n'as pas encore raconté. L'histoire du petit général. Pourquoi la cascade du petit général? Oui, parce que j'étais un peu spectateur. Allez, Mais vas-y. ça rentre un peu dans cette espèce de hiérarchie qu'il y avait entre les spéléos confirmés de la fédération et les grenouilleux que nous étions. Parce qu'on considérait comme des... Voilà, des spéléistes, mais pas des spéléologues. Ça ne nous gênait pas du tout. Et après, quand on a découvert la rivière, c'est-à-dire en ayant franchi donc Cairn, le puits Garby, le puits Allo, et qu'on est tombé dans la rivière, ça a été annoncé. Et quand on est revenu la semaine suivante ou 15 jours après, j'ai raconté dans le bouquin, moi j'y étais pas, il y avait Aldo, Louis Emaz, Cadou et d'autres, j'arrive en haut du puits, et qu'est-ce qu'ils voient? Qu'il y avait des échelles installées. Ils ont retiré les échelles, ils ont attendu. Alors au bout d'un moment, ils n'ont pas entendu des cris affolés de gens, ils ont renvoyé les échelles. Et il se trouve que dans l'équipe, il y avait un qu'on appelait le petit général. En fait, il était sous-officier dans l'armée de l'air. Et il faisait un peu partie de l'équipe quand même, mais il avait ce vilain défaut d'être vraiment le chef qui donne des ordres. Ça, avec l'équipe de brigands que nous étions, là, ça ne pouvait pas marcher. C'est pour ça qu'on l'appelait le petit général. Et c'est Petit Didier, c'est ça? Mais c'était Petit Didier. Charles Petit Ça allait Didier. ensemble. Ça, c'est encore Aldo qui l'a surnommé. Ah oui, c'est ça. Il est plein d'idées, Aldo. Et Charlie Petit Didier, bon, c'était un bon spéléo quand même, faut pas dire. Il était du groupe des Lyonnais. Eux, ils avaient décidé de faire l'exploration, alors qu'ils n'avaient pas participé aux explorations à rien. Ils disaient, allez, nous, on a trouvé ça scandaleux. Quand tu vois une montagne, tout le monde peut y aller. Dans une grotte, quand tu en trouves une, tu laisses faire les mecs qui l'ont découvert. Tu vois, tu vas pas leur piquer le... Enfin, c'était pas ce que pensait la fédération à ce moment-là. Et on a fait prendre un arrêté municipal, parce que le maire était copain de Marc Soulade, qui était un de nos membres de l'équipe, pour réserver l'exploration du gouffre Berrier à l'équipe du... Voilà. Alors évidemment, l'appel a été immédiatement, la décision a été contestée et passée au tribunal, qui l'a évidemment annulée, on l'a renouvelée, etc. Et puis un jour, Louis Emaz est allé discuter à Paris avec la fédération pour dire que c'était inadmissible que les gens se permettent d'explorer tant que nous, on n'avait pas décidé d'arrêter. Cette fois-là, il s'est fait foutre à la porte de la fédération. Le seul problème, le gars qui l'a foutu à la porte, c'est un gars de Marseille qui était présent, qui me l'a raconté. Le problème, c'est que Louis Emaz, il n'était pas même membre de la fédération. Donc il s'était fait exclure alors qu'il n'était pas membre. C'est trop beau, non? Et puis après, il y a eu des accords et on a décidé qu'on avait 2 ou 3 ans devant nous pour explorer, que si après ça passait à ceux qui voulaient bien y aller. Voilà l'histoire. Mais Charlie Petit Didier, c'était un bon spéléologue, mais il avait un peu ce défaut de militaire. Et vous comprenez pourquoi, nous on était, si tu veux, une équipe, j'allais dire, d'anarchistes en fait, dans le fond du mot, mais des anarchistes, j'allais dire efficaces. C'est-à-dire